Autoradio présente Culture et découverte. 3, 2, 1. Attention. Bienvenue sur Autoradio, c'est Cyril. C'est le retour de l'émission phare d'Autoradio, Culture et découverte. Alexis m'a confié le micro de l'émission pour 2 émissions exceptionnelles, les portes ouvertes virtuelles d'Autoradio. 4 personnalités de la banlieue sud de Paris vont donc inaugurer cette première émission enregistrée par visioconférence. Je vais donc accueillir Marina Anka, qui était écrivaine, Isabelle Morin, qui est fondatrice d'une association de théâtre, Laura Luce, qui a écrit un journal, le Journal de Laura, et Xavier Valéry Gauthier, qui est metteur en scène, acteur et responsable au théâtre de l'Épopée à Arcueil. Alors, on va commencer avec Marina Anka. Bonjour Marina. Bonjour. Alors, on dit Anka ou NK? Anka, A-N-C-A. Eh bien, donc très bien, donc j'avais très bien dit la première fois. Parfaitement. Alors Marina, vous êtes une écrivaine, mais visiblement pas seulement, car vous avez créé cette année, je crois, votre propre maison d'édition, c'est bien ça? Oui, j'ai créé ma propre maison d'édition qui est située à Paris, dans le quartier dans lequel j'ai travaillé pendant 25 ans à peu près, plus ou moins. Et je suis très contente d'avoir cette possibilité d'écrire des livres et de maîtriser en fait toute la chaîne jusqu'à la rencontre avec le client dans les salons du livre, en temps normal, on va dire. Très bien, bah écoutez, en tout cas, moi je vous propose donc qu'on commence cette interview ensemble en parlant un peu de vous, si ça vous va. Vous êtes donc d'origine roumaine, vous êtes arrivé en France il y a déjà un peu plus de 30 ans en tant que réfugié politique. Et puis cette histoire, eh bien, vous avez décidé d'en parler dans l'un de vos livres qui s'intitule Quand la chenille devient papillon aux éditions Saint-Honoré. Alors, que raconte ce livre et pourquoi vous avez décidé d'écrire cette histoire? Alors, donc, je vais vous montrer le livre. Je l'ai préparé ici. Je vais vous lire un extrait tout à l'heure. Vous me voyez telle que j'étais à 14 ans quand je suis arrivée en France. Et en fait, j'ai choisi cette photo pour 2 raisons. D'abord, la robe et les sandales que je porte ont une importance capitale, surtout les sandales, j'en parle dans le livre. Et je l'ai choisie parce qu'elle me représente. Je n'ai jamais été très sage, on va dire. Je n'ai jamais aimé la dictature. J'ai rencontré Ceausescu quand j'étais très jeune au CP et en fait, il ne m'a pas plu. Je trouvais que ce n'était pas quelqu'un d'agréable. Et ce qui est ironique dans l'histoire, c'est que je ne savais pas à l'époque que mon grand-oncle était ministre de l'Éducation au moment des faits. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer la terreur dans laquelle nous vivions, et mes parents, évidemment, ne m'avaient rien dit pour me protéger. Donc voilà, nous étions dans un pays qui était dans une prison. Enfin, c'était une prison à l'échelle du pays parce que les frontières étaient fermées. On ne pouvait pas sortir comme on voulait. Enfin, pas quand j'avais 6 ans, mais après, quand le pays est devenu une dictature. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, la dictature n'apparaît pas en une nuit. Elle se construit petit à petit. Et donc voilà, à l'époque où moi j'ai quitté la Roumanie, j'avais 14 ans et je n'aimais pas devoir respecter quelqu'un qui ne méritait pas d'être respecté à mes yeux. Après, c'est discutable. Effectivement, vous avez des frères et des sœurs d'ailleurs ou J'ai une sœur qui est venue avec moi, évidemment. Donc, ma mère, ma sœur et moi, on est venus avec une seule valise pour 3. Parce que papa a dit n'emportez rien, il y a tout ici. Et la liberté. Voilà. Alors, sur une note un peu plus joyeuse aussi, vous avez écrit un ouvrage où on peut apprendre le français et l'anglais dans le même livre. Alors, c'est Oui. quoi cette histoire? De quoi s'agit-il? Alors, donc, en fait, après mon livre que je vous ai montré, les gens ont beaucoup aimé ma manière d'écrire, ce qui a été une surprise pour moi parce que je ne savais pas que j'avais ce talent en moi. Je n'ai jamais écrit autre chose que des lettres à mes amis et après des contrats parce que j'étais responsable juridique pendant des années. Et donc, j'ai écrit un 2e livre qui s'appelle « Le safari du papillon au Nigeria, périple entre indigence et abondance ». Et
Ensuite, j'ai écrit L'empreinte du papillon ou l'improbable idylle entre capitalisme et dictature. Alors, en fait, ce sont 3 livres sur ma vie, 3 étapes de ma vie. Et ce qui me caractérise, et j'en parle dans le 2e livre, c'est qu'on est arrivé en France, à Paris, et après on est parti vivre au Nigeria. Et le matin, je parlais avec maman en roumain, évidemment. Je prenais le bus avec le chauffeur pour aller à l'école, je parlais en anglais. Arrivé à l'école française de Lagos, je parlais en français. Et après, rebelote, anglais, roumain. Alors bon, je parlais français, il ne faut pas exagérer. Vraiment, je raconte dans ce livre qui est formidable pour raconter l'intégration d'un être humain dans une autre société. Je ne parlais pas très bien français, moi j'avais d'abord appris l'anglais. Et puis après, au fil des ans, je me suis rendu compte qu'en fait, les Français ont un peu peur d'apprendre l'anglais. Ils ne sont pas doués. C'est pas qu'ils sont pas doués, non, vraiment, je suis contre cette définition, c'est qu'on leur donne pas les moyens d'y croire. Voilà. Et moi, dans mes livres jeunesse, je veux donner à tous les enfants le droit de croire en eux. Parce que voyez-vous, moi, dans la dictature de Ceausescu, je devais être excellente en tout. J'avais pas envie d'être excellente, j'aimais pas l'école, mais on devait avoir 20 sur 20. Et en France, on a cette idée qu'il faut avoir la moyenne, ce qui est formidable. Mais moi, je ne comprenais pas comment on pouvait se contenter d'avoir la moyenne. Parce que moi, on me demandait 20 sur 20. En l'occurrence, c'est 10 sur 10. Mais voilà, donc il y a un problème de pensée qui est différent, en fait. Et donc, je ne vois pas pourquoi les cerveaux des petits Roumains de l'époque seraient plus avancés que les cerveaux des petits Français d'aujourd'hui. Non, c'est faux. C'est juste qu'on ne leur donne pas les outils suffisants pour avoir confiance en eux. Et d'après ce que j'ai vu, je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue, qui est peut-être biaisée parce que je ne sais pas tout. Enfin, toujours est-il que j'ai créé, donc je vais vous montrer, puisque c'est de l'actualité, Olot, il découvre l'Amérique. Voilà. Et il est en anglais et français. Et aussi, Olot, il découvre l'Amérique en anglais et en espagnol. Parce que voyez-vous, quand je suis arrivée en France, vraiment, le français n'était plus une langue étrangère. Donc, qu'est-ce que j'allais faire à l'école en langue étrangère? Donc, j'ai dû apprendre en première terminale l'espagnol comme ça. Parce que mes parents n'avaient pas les moyens de me payer une prof particulière et j'ai dû apprendre. Je suis allée à Beaubourg, j'ai mis des casques sur mes oreilles et j'ai acheté l'espagnol en 90 jours, 90 leçons et j'ai appris l'espagnol en première terminale et j'ai passé le bac d'espagnol. Je ne vous raconte pas le bac de français que j'ai eu aussi. Donc, voilà, donc il faut se donner les moyens de croire en soi. Et je suis vraiment... Voilà. Et donc, pour les enfants, j'ai inventé un nouveau concept de livre. Parce qu'après, il y a le problème du coût aussi. C'est cher un livre. C'est cher. Et moi, ça me fait de la peine de voir des livres où il y a une phrase par page. Et après, on passe à la page d'après. Et j'ai de la peine pour la planète. J'ai de la peine pour ces pages qui sont perdues dans mon esprit. Parce que je suis façonnée comme ça. Nous, à l'école, on devait apporter à l'école du papier et des verres pour faire des économies. Donc, en fait, c'est mon état d'esprit qui est différent, j'y peux rien. Donc, revenons aux choses sympathiques, les livres. Donc, il y a un premier paragraphe pour les petits-enfants, un deuxième paragraphe pour les grands-enfants, et quand ils grandissent, ils peuvent s'initier à la langue étrangère, d'abord avec des mots simples, et après avec des mots un peu plus élaborés. Donc, en fait, un enfant qui a 2 ans, il peut avoir ce livre et regarder les photos, par exemple ici, et on lui lit que la petite histoire, que le petit paragraphe. Vous voyez, on tourne les pages, il cherche l'écureuil, il cherche l'autre animal, etc. Et après, en grandissant, et même avant, il a envie de lire la suite. Il s'attache au personnage et il a envie de savoir. Donc, en voyant le texte à côté, il a envie de savoir ce que c'est. Donc, en fait, on crée l'intérêt. C'est comme une pub, en fait. Quand on voit les publicités à la télé, qu'est-ce qu'on suscite? L'envie d'acheter d'un produit dont on ne savait pas l'existence, d'un produit dont on ne savait pas l'intérêt, etc. Et donc, l'idée, c'est de donner aux enfants l'envie d'apprendre
Et puis, chaque livre a un sujet différent. Là, j'attends des ventes pour imprimer le 5e tome qui sera sur l'Irlande. Voilà, personne ne le sait encore, mais Ah, donc une exclusivité pour j'avais Autoradio. l'exclusivité parce que vous m'avez donné la parole et je vous remercie parce que c'est très compliqué d'avoir la parole. C'est Là. vrai qu'en ces temps un peu difficiles, et justement, j'aimerais que vous nous parliez un peu aussi de votre maison d'édition, Blink Line Books, qui est située rue de la Boétie à Paris. Alors du coup, pourquoi cette envie de créer une maison d'édition? Est-ce que l'amour des livres est devenu une drogue un peu finalement pour vous? Écrire ne vous suffit plus? En fait, non, je voudrais pouvoir que écrire. Mais le confinement a complètement bloqué la maison d'édition qui distribuait déjà les livres jeunesse en format français-anglais. Donc les employés étaient à la maison et donc j'étais coincée, je ne pouvais pas vendre. Et après, ils avaient un peu de mal à communiquer avec Amazon en anglais pour mettre les livres en Kindle. Parce qu'en France, c'est bien, mais à l'international, pour moi, c'est mieux. Bien sûr. Et nous avons en France une culture du livre, un amour du papier, etc., qui ne se retrouve pas forcément dans d'autres pays qui ont d'autres habitudes de lecture. Donc, je voulais Kindle et ils avaient du mal. Et en fait, ça, plus ça, a fait que je me suis dit, bon, je vais ouvrir ma maison d'édition, comme ça, je vais tout gérer. Et c'est vrai que mon passé de professionnel fait que je connais certains postes de travail. Donc, je sais faire une facture, je sais faire une commande. Là, je suis en train de créer la base de données des clients. Donc, voilà, ça me demande énormément de temps, qui est du temps que je ne consacre pas à la création. Mais c'est un début. Après, voilà, Rome ne s'est pas fait en un jour, comme on dit. C'est vrai. Avant de nous quitter, vous souhaitiez, je crois, nous lire quelques passages de deux de Oui, vos ouvrages pendant oui. quelques minutes. Alors, c'est vrai que le temps passe très vite. Du coup, je suis ravi de vous laisser la parole pour que vous puissiez un peu nous faire découvrir cet univers qui est le vôtre. Et vous souhaitez Alors, nous lire quel passage? moi, globalement, ce sont plutôt des adultes qui vous écoutent. J'avais plutôt pensé à vous présenter les livres sur ma vie Oui, parce que ce sont des livres qui sont d'utilité publique. Donc, encore une fois, je n'ai pas écrit pour raconter ce qui m'est arrivé. Je l'ai écrit dans un esprit sociologique et politique et culturel. En fait, c'est un témoignage pour le futur. Voilà, parce que de manière intrinsèque, ce que je fais n'intéresse personne et ma vie n'intéresse personne. Enfin, je suis personne, moi, en fait. Mais l'expérience que j'ai vécue, le fait que, par exemple, je fais partie de cette génération dont les mères n'avaient pas le droit d'avorter. Et aujourd'hui, la société, enfin l'histoire, aujourd'hui dit que c'est Ceausescu qui avait interdit l'avortement, mais la réalité fait que c'est quelqu'un de ma famille qui était alors président de la Roumanie qui a signé le décret qui a disparu parce que Ceausescu l'a enlevé de l'histoire. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. ouais, une dualité forte finalement au sein de ce noyau Voilà, familial. je suis un être compliqué, je l'admets, mais bon, je fais de mon mieux. Donc, je vais vous lire le début de mon premier livre et ce qui est intéressant de savoir, c'est que je n'avais jamais écrit. Donc ces premiers mots, ce sont les premiers mots d'un écrivain, en fait. Super. Je dédie cette petite minute à tous les collégiens qui ont vécu des moments très difficiles récemment. Tout le monde sait pourquoi. Je suis qui je suis. C'est la rentrée, enfin. Cela peut paraître curieux qu'une gamine de 14 ans soit contente d'aller à l'école. Mais en réalité, ce n'est pas l'école elle-même que je suis pressée de retrouver. Et surtout pas les professeurs avec leurs exigences et leurs suffisances. Je fais une parenthèse parce qu'ils étaient obligés à cause de la dictature. Comme tout un chacun, je supporte à ma façon cette pression permanente qui plane au-dessus de nos têtes à cause des adultes qui nous épient sans cesse sous prétexte de nous guider. L'influence du parti est entrée
au sein de nos foyers de manière sournoise, imperceptible. Nos parents n'ont pas d'autre choix que de nous préparer, au mieux de leurs possibilités, à ce que l'on attend de nous, l'obéissance au parti, du moins en apparence, et le respect envers notre président et le bien-aimé camarade conducteur. Pour nous, écoliers, la dévotion se traduit principalement à travers les résultats scolaires, l'excellence. Il faut, il faut, il faut. Voilà ce que l'on nous rabâche en permanence à la maison comme à l'école. Tous les jours un peu plus, de plus en plus au fur et à mesure que l'année scolaire avance et encore davantage chaque année. Malgré cette pression, cette tension, ou plutôt à cause d'elle, mes amis et moi avons trouvé une parade pour affronter sereinement ce que l'on nous demande, les dits et les non-dits, officiellement et officieusement. Finalement, ce n'est pas pour rien que l'union fait la force. Nous sommes plus forts parce que nous sommes unis. Voilà. Alors, si j'ai encore une minute, je vais vous lire la fin du 3e tome. En fait, je suis tombée malade au travail et c'est important aussi, je pense, de montrer qu'on peut surmonter une maladie professionnelle et un burn-out, appelons-le comme on dit. Je commence à sortir de plus en plus et à faire de longs trajets. J'ouvre les yeux. Le temps passé sur le canapé avec la télévision allumée n'est rien d'autre qu'une répétition du mécanisme d'autodéfense de ma mère. J'ai mis mon corps en pause. Mes filles ont agi avec moi comme maman quand j'avais leur âge. Et grâce au progrès de la médecine, j'ai plus de chances de gagner contre la maladie. D'ailleurs, je n'ai plus d'ordinateur sur les genoux. Je suis assise au bureau, ou plus précisément à la table du séjour. Donc, j'ai courte. En allant chez mon éditeur, in extremis donc, j'aperçois dans le métro une affiche pour promouvoir le musée Saint-Laurent. On y voit le grand maître et on peut lire cette phrase « Mon âme et mon regard que je porte sur mon époque ». Je ne peux m'empêcher de le rejoindre dans une conversation posthume pour lui confesser que je ne veux plus entendre parler des armes. Ma force réside dans ma plume avec laquelle je rends compte de mon passé et tente d'insuffler de l'espoir en l'avenir. Je suis plutôt bien placée pour savoir que lorsqu'on est au bout de ses forces et que l'on n'en peut plus, on le peut encore un peu. Oui, on le peut. Il le faut. Voilà. Je rappelle à nos auditeurs et nos auditrices qu'ils peuvent retrouver votre premier ouvrage, Quand la chenille devient papillon, aux éditions Saint-Honoré, depuis votre maison d'édition en ligne, qui est accessible depuis www.blinklinebooks.com. Merci Marina, à bientôt. Culture et découverte.